Bonjour Nadia, Bonjour Pascal. merci pour ce nouvel entretien puisque nous avons eu effectivement un autre entretien il y a quelques mois sur le voile et ici nous allons parler de laïcité, donc de ton dernier petit livre. Mais avant cela, je souhaitais te présenter en quelques mots Nadia. Donc tu t'appelles Nadia Geertz, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es née en 1969, tu es une militante laïque agrégée de philosophie à l'ULB en 1991. Tu es également l'autrice de nombreux ouvrages. Tu as reçu en 2019 le prix international de la laïcité décerné par le Comité Laïcité République. Alors, en avril 2021, tu as intégré l'équipe des visiteurs du soir sur LN24. Tu es également chroniqueuse à Marianne chaque lundi. Et tu as également, en juin 2021, été recrutée par l'EMR en tant que conseillère au centre Jean Gaulle pour les questions justement relatives à la neutralité de l'État et aux libertés individuelles. Ceci parmi d'autres, je dirais, activités que tu as, puisque tu tiens effectivement également un blog, les carnets de Nadia Geert. Et ce que je voulais également souligner, Nadia, c'est que euh, tu as fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, notamment quand tu as souhaité rendre hommage à Samuel Paty et rappeler finalement simplement la neutralité de l'enseignement. Donc j'imagine que cette rentrée scolaire pour toi a dû être quelque part un peu particulière, même si j'ai bien compris et on vient de voir un petit peu que c'était tes différentes activités, tu as su, je dirais, combler le vide. Ah oui, oui, cette rentrée scolaire était vraiment très, très particulière et à certains égards, je dirais même douloureuse, parce qu'en fait, c'était la première fois que je ne prenais pas le chemin de l'école à la rentrée. Enfin, je n'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie, finalement, qu'aller à l'école, Euh, d'abord comme élève et puis comme étudiante, et puis je suis devenue prof tout de suite. Donc, en fait, professionnellement, je n'ai jamais exercé aucun autre métier que celui d'enseignante. Et donc, c'est vrai que c'était extrêmement bizarre de vivre cette rentrée scolaire à distance, en fait, pour la première fois. Surtout étant donné, évidemment, ce qui m'a amené à ne plus enseigner. Et bon, si ça avait été un choix personnel de ma part de me dire, voilà, j'ai envie de faire autre chose, ça aurait sans doute été différent. Mais là, j'ai vraiment l'impression, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, que d'une certaine manière, j'ai été poussée dehors. Donc voilà, je veux dire, moi, je continue à être une enseignante, je pense, dans l'âme. Enfin, j'aime enseigner, j'ai toujours aimé enseigner. Simplement, il m'est devenu absolument impossible d'exercer ce métier dans les conditions dans lesquelles les choses se sont passées l'année passée. Où c'est quand même plus que, enfin, tu as parlé, je ne sais plus quel terme tu as utilisé exactement, mais bon, j'ai quand même subi des menaces, du harcèlement, de la diffamation publique, tout ça sans grand soutien, et c'est un euphémisme de la part de ma direction. Donc Ouais. voilà, je pense qu'à un moment donné, il ne me restait plus qu'à tirer les conséquences de ça et me dire, ben voilà, je pense que je serais plus heureuse ailleurs, quoi. C'est ça. Et je trouve, pour le dire en deux mots, que tu as bien rebondi par rapport à d'autres personnes qui auraient pu effectivement être complètement, je dirais, laminées, en burn-out et complètement déprimées, à se retrouver finalement chez soi, à ressasser et à tourner en rond. Toi, tu as réussi à rebondir, je dirais, de manière magnifique, en gardant justement cette ligne de conduite qui est la tienne et qui est effectivement celle d'une militante laïque, féministe et antiraciste. Et tu le dis sur ton blog, j'ai beaucoup aimé, c'est ce que tu dis, effectivement, militante laïque, féministe et antiraciste qui pensent volontiers à contre-courant. C'est peut-être effectivement ce qui t'occasionne, je dirais de temps à autre, quelques problèmes. Mais j'aurais souhaité, avant d'aborder ton livre La laïcité, Nadia, j'aurais souhaité justement savoir pourquoi finalement, d'où te vient ce, ce désir de penser à contre-courant. J'imagine que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, quelque part, d'où parles-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu vécu pour faire en sorte que finalement, pour toi, la laïcité est véritablement le pôle central de ton existence, je dirais ta colonne vertébrale. Oh là là, quelle question quasiment psychanalytique. Ouais, Je ne sais pas, en fait, je pense que j'ai toujours été une rebelle, enfin j'ai été une adolescente rebelle, et même si aujourd'hui, quand je pose le regard sur mon adolescence, j'ai l'impression que ma rébellion était finalement très conformiste, mais en même temps, je crois que j'avais
ce besoin déjà vers 13-14 ans de dire non, non, je ne suis pas d'accord, non, j'ai pas envie de me laisser enfermer dans une manière de penser qui est considérée comme la seule bonne. Alors, sans doute que mes études de philosophie ont contribué à ça aussi, puisque on dit souvent que la philosophie, c'est penser contre soi-même. Et donc, je pense que j'ai vraiment acquis ce réflexe, ou peut-être même cette seconde nature, quand une opinion m'est présentée comme évidente, de me dire, bah, peut-être pas en fait. Essayons de voir l'autre manière de penser. Alors, ce qui est un peu curieux aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression finalement que les idées que je défends sont considérées par certains comme étant en fait très, très conservatrices, très traditionnelles, très dans le camp traditionnel de la civilisation occidentale, etc. Alors que de mon point de vue, en fait, j'ai l'impression d'être de plus en plus isolée à dire ce genre de choses. Donc j'ai Ouais. l'impression qu'on n'arrive même plus à se mettre d'accord sur ce qui est la pensée mainstream et ce qui s'y oppose. Mm. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que j'identifie aujourd'hui comme la pensée mainstream, c'est justement toute cette pensée intersectionnelle, woke, de reconnaissance active des minorités, y compris de manière parfois un peu délirante, si je puis dire. Euh, donc voilà. Sinon, pourquoi la laïcité? Je pense que c'est pas du tout quelque chose qui allait de soi, qui était évident pour moi dans mon parcours. J'ai pas grandi dans un milieu particulièrement laïque. Bon, c'est vrai que j'ai grandi sans Dieu. Mais c'était plutôt une évidence dont on ne parlait même pas. Je veux dire, enfin, voilà, Dieu n'existait pas, c'était une évidence dont il n'était même pas nécessaire de discuter. Euh, et donc, il n'y avait pas du tout de côté militant chez moi à ce niveau-là. Et je dirais même que quand j'ai commencé mes études de philosophie, je l'ai fait d'abord en me disant ce ne sera certainement pas pour être enseignante, c'est parce que la philosophie m'intéresse. Et quand j'ai modifié enfin, quand j'ai décidé de finalement faire quand même l'agrégation donc pour pouvoir enseigner, c'était en me disant je vais devenir professeur de morale non confessionnelle, puisque c'était ça à ce moment-là je dirais le parcours évident quand on sortait de philosophie avec une agrégation en philosophie, mais qu'on ne compte pas sur moi pour donner des cours sur qu'est-ce que la laïcité, quoi. Ça me Ouais. semblait, mais alors là, mais complètement très très loin de mes préoccupations. C'était pas ça que j'avais envie de faire. Ça me paraissait complètement, en fait, dépassé. Mm. Alors, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Ben, je pense que c'est deux choses, en fait. Je pense que c'est d'abord, d'une part, mon premier livre, qui était sur le roi Baudouin, en fait, hein, à l'occasion des 10 ans de son décès. J'ai eu la chance et ça, je la dois à Claude Javot, hein, qui était professeur de sociologie à l'ULB, à qui on avait demandé d'écrire un livre pour les 10 ans du décès de Baudouin, mais un livre qui ne soit pas hagiographique. Lui n'avait pas le temps. Et donc, comme moi, j'étais la toute jeune présidente du Cercle républicain, il m'a dit, tiens, est-ce que tu n'as pas envie de le faire? Et je me suis dit, parce que j'aime bien les défis, donc je me suis dit, bah oui, allez, chiche, j'aime bien écrire. J'ai jamais écrit un essai de ma vie, mais je vais essayer. Et en écrivant sur Baudouin, je me suis rendu compte à quel point, finalement, ses convictions religieuses avaient impacté toute une série de dossiers peu glorieux dans son règne. Mm. Donc ça a été, je dirais, ma première prise de conscience du fait qu'en Belgique, quand même, euh, on avait un passé parfois assez chargé en termes de cléricalisme offensif, j'ai envie de dire. Et l'autre chose, ça a été, alors, parce que j'étais à ce moment-là engagée dans l'association Résistance, donc, qui était une association antifasciste, qui existe toujours d'ailleurs. Et à un moment donné, on a été, je dirais, saisi de la question des signes convictionnels à l'école.
parce qu'on était à la fois profondément antiraciste, antifasciste, plusieurs d'entre nous étaient enseignants, etc. Et qu'en fait, on s'est divisé sur cette question-là. Moi, dans un premier temps, le premier texte que j'ai écrit sur cette question-là, il s'est intitulé Vive la liberté pour toutes. Je l'ai publié à ce moment-là dans Le Vif, si je me souviens bien. Et c'était une carte blanche qu'aujourd'hui je qualifierais de très naïve, dans laquelle, en gros, je disais, bah, ce serait tellement bien si on pouvait arrêter de regarder comment les filles s'habillent, Mm, et si il pouvait y avoir d'un côté des filles voilées, de l'autre des filles en mini-jupe, sans que personne ne juge personne. mm, Euh, et après, progressivement, à force de lecture, d'échanges, de discussions, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était probablement une vue de l'esprit, parce que le voile, ça fonctionne pas comme la mini-jupe, c'est pas un choix personnel, sans aucune pression communautaire, etc., etc. ouais, Et donc ça, c'est l'autre porte d'entrée, je dirais, qui m'a fait entrer dans la question de la laïcité, c'est la question des signes convictionnels, en particulier à l'école. Et puis évidemment, on sait que je me suis intéressée à cette question aussi dans d'autres espaces. oui. Merci pour cette réponse très claire, Nadia. En fait, pour parler du sujet qui nous concerne, qui nous réunit aujourd'hui, la laïcité, c'est ton dernier petit livre, hein, je pense, Oui, qui fait partie, en fait, je dirais plus largement, d'une collection Dis c'est quoi, euh, qui existe en fait depuis 2017, ou en tout oui. cas, et dont tu es effectivement la directrice aux éditions donc Renaissance du livre. Euh, pour reprendre un peu quelques autres titres, parce que je pense que ça donne effectivement une idée de la ligne, je dirais, de la philosophie, pour le coup, que sous-tend cette collection. Il est notamment déjà paru Dis c'est quoi le féminisme, Dis c'est quoi une religion, Dis c'est quoi les théories du complot, ça c'est aussi, je dirais, d'actualité, Dis c'est quoi l'euthanasie, dit c'est quoi l'islam notamment, et dit c'est quoi le genre parmi d'autres livres qui sont effectivement déjà à paraître, et je vois qu'à paraître également, il y aura prochainement, j'imagine, dit c'est quoi l'antifascisme, dit c'est quoi l'intelligence artificielle, dit c'est quoi le racisme, et dit c'est quoi les crypto-monnaies. Donc on est effectivement dans des sujets d'actualité intéressants, mais qui ne visent pas simplement, je dirais, ou exclusivement la question religieuse. Ce petit livre-ci, en fait, est préfacé par Fadia Boudjala, que les personnes qui s'intéressent à la laïcité connaissent très bien, qui, elle, est française. Et j'ai vu qu'elle venait également de sortir un livre, La laïcité, l'avenir ensemble. Et je pense que de fait, vous êtes, toi et Fadia, sur la même longueur d'onde. Alors, en fait, ce petit livre, si on veut effectivement maintenant entrer dans le fond du sujet. Ce qui me plaît beaucoup en fait dans ce livre, Nadia, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'une conversation presque entre sa mère et sa fille. Une petite discussion bienveillante mais à bâton rompu, où chacun essaie de poser des questions parfois un petit peu, comme tu as dit tout à l'heure, un peu naïves, et où la personne qui lui répond essaie un petit peu de recadrer et dire, tu sais, les choses sont peut-être un peu plus complexes, le monde est un peu plus complexe, les religions sont un peu plus complexes que la manière dont toi tu les envisages. Et alors, nous allons commencer évidemment, Nadia, par le début. Je trouve que le début se prête très bien à l'entame de notre discussion. Euh, le contact enclenché, la radio de ma voiture se met automatiquement en route. C'est justement lors d'une émission dans laquelle chaque semaine un invité est interviewé à propos de son dernier livre, traitant en général de questions philosophiques. Ce jour-là, pile au moment où je démarre, j'entends la voix de l'auteur déclarer: Je suis laïque. Évidemment, la laïcité est un principe essentiel en démocratie. Mais, et c'est le mais qui évidemment nous importe, je suis pour une laïcité inclusive. J'appuie sur le bouton off, furieuse. Qu'est-ce qui te rend furieuse, Nadia? Cette manie de vouloir placer le terme inclusif partout, d'abord, Hmm, mais aussi le fait que le terme laïcité lui-même soit de plus en plus aujourd'hui devenu quelque chose en fait de péjoratif, et que donc quand on se dit laïque, on est obligé de tout de suite rassurer les gens en disant attention, je suis raciste, mais.
mais je suis tolérant, mais je suis inclusif, mais je ne suis pas contre les religions, etc., etc. Alors qu'en fait, la laïcité, pour moi, c'est un principe profondément démocratique. Et donc, c'est aussi absurde pour moi de dire je suis laïque, mais que de dire je suis démocrate, mais. Ça n'aurait aucun sens de dire oui, je suis démocrate, mais ne vous inquiétez pas trop quand même, je ne suis pas un extrémiste. Ben non, si on est Mhm. démocrate, tout le monde est rassuré. Et pour moi, la laïcité, c'est la même chose. Alors ça, c'est le premier aspect, je dirais, de ma réponse. Le deuxième, c'est qu'on voit aujourd'hui effectivement de plus en plus de soi-disant laïcs inventer des déclinaisons et des sous-catégories de la laïcité qui en fait dénaturent la laïcité. C'est-à-dire, on a vu, bah oui, la neutralité inclusive, la laïcité ouverte, ou d'autres concepts comme ça, qui, en fait, sous couvert de définir la laïcité, en fait, la vide totalement de sa substance. Parce que la laïcité n'a pas à être précisée comme inclusive. Je veux dire, elle l'est, j'ai envie de dire, naturellement, au sens où il s'agit en fait, pour moi, quasiment d'un synonyme de la citoyenneté, en fait. Mhm. La laïcité, c'est dire simplement, l'État ne reconnaît parmi vous, citoyens, que votre dimension citoyenne. Il n'a pas à se préoccuper de toutes les autres dimensions de votre personne. Et donc, de ce fait-là, forcément, il inclut tout le monde. Tous les citoyens sont inclus dans le projet laïque. Il n'est pas nécessaire de préciser qu'on a affaire à une laïcité inclusive. Et quand on le précise, c'est souvent, en fait, pour justifier le fait qu'on va commencer à mener des politiques qui sont des politiques de la diversité, de la reconnaissance des minorités, qui sont donc en fait l'exact contraire de la reconnaissance dans chaque citoyen du fait qu'il est uniquement, aux yeux de l'État, un citoyen et rien d'autre. Mhm. C'est ça. Et tu disais effectivement tout à l'heure que tu étais quelque part un petit peu, entre guillemets, innocent quand tu te disais, mais finalement, laissons les filles s'habiller comme elles veulent et qu'elles soient effectivement voilées ou en mini-jupe, c'est du pareil au même. C'est une question finalement de respect, de tolérance, de l'identité de chacun. Et donc, je rebondis sur ce que tu as dit, parce qu'effectivement, c'est une question qui revient de manière récurrente en disant, mais enfin, laissez ces filles voilées comme elles souhaitent l'être, le cas échéant, c'est leur chemin spirituel, c'est leur liberté, c'est leur libre choix. Et c'est une question effectivement qui est posée dans le livre en ces termes-ci. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il affiche ses convictions tant qu'il fait son travail correctement? C'est aussi effectivement un des aspects, parce que bon, on ne parle pas évidemment uniquement en termes de croyances musulmanes, mais ça vaut évidemment pour l'ensemble des convictions religieuses ou philosophiques. Donc c'est vrai, quelque part, tu réponds comment toi à cette question finalement, laissez-moi m'afficher comme je le souhaite, tant qu'effectivement je ne vous agresse pas dans mes propres convictions. Ben, d'abord, une première chose qui est que cette liberté d'afficher ses convictions, en fait, on l'a. Et ça, je trouve que c'est déjà extrêmement préoccupant de se rendre compte à quel point est entrée j'ai envie de dire, dans le logiciel de beaucoup de gens l'idée que la laïcité est liberticide, c'est-à-dire que la laïcité interdit d'afficher sa religion. Oui, d'afficher sa religion. En fait, c'est pas vrai. Je veux dire, le cadre général, c'est un cadre de liberté. Mhm. On peut afficher sa religion dans l'espace public, on peut se promener dans la rue, on peut prendre les transports en commun, on peut aller au restaurant, au café, au cinéma, on peut travailler dans toute une série de métiers en affichant ses convictions. Il y a en fait seulement deux espaces dans lesquels il est légitime, me semble-t-il, d'interdire, dans lesquels la question se pose réellement. C'est d'une part l'école, parce qu'on a affaire dans leur grande majorité à des personnes qui sont mineures, et d'autre part, les lieux dans lesquels les individus occupent une fonction de représentation de l'État. C'est tout. Pour le reste, on est dans un régime de liberté. Et donc, en fait, ceux qui sont en réalité liberticides, c'est ceux qui veulent imposer le port d'un signe conditionnel partout. C'est ceux-là Mhm. qui veulent imposer leur mainmise sur les croyants à tout endroit et dans toute activité de leur existence. Les laïcs, eux, ils veulent juste préserver un lieu de neutralité, d'impartialité de l'État, c'est tout. Mhm. Euh, et donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire justement à ceux ou celles qui se plaignent
de ne pas être libre de porter leurs signes convictionnels, c'est de dire, mais si, bien sûr que vous êtes libre de les porter la plupart du temps et dans la plupart des endroits. Et si à certains moments vous avez un choix à faire, ben le choix, il vous appartient. Mais je refuse que l'État soit considéré comme responsable de l'exclusion, hein, parce que ça c'est vraiment, je dirais, un des mantras à la mode, hein, c'est l'État exclut. Non, l'État n'exclut pas. Je veux dire, dans une démocratie libérale comme la nôtre, ben, les individus font leur choix et ils en assument les conséquences. Je reprends toujours un exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de mon passé de jeune adolescente rebelle. Ben, je me souviens très bien qu'à un moment donné, quand j'avais 16 ans, j'arrivais à l'école bardée de badges et de colifichets en tout genre qui exprimaient mon attachement à l'anarchie, à la paix, la petite main ne touche pas à mon pote, etc. etc. Et un jour, le préfet de mon établissement est venu me trouver en me disant, écoute, tu vas me remballer tout cet attirail militant, quoi. T'es pas à l'école pour venir faire de la propagande politique en faveur de quoi que ce soit. Et je l'ai très mal vécu. J'ai trouvé que c'était scandaleux, que c'était liberticide. Et aujourd'hui, je pense qu'il avait raison. Ouais. Je pense qu'il avait raison parce qu'il m'a replacée dans la posture qui devait être la mienne, c'est-à-dire la posture d'une élève qui Mm, vient à l'école pour apprendre. mm, Et ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est pas tellement que des jeunes filles qui portent le voile disent c'est un scandale que je puisse pas porter mon voile. Ce qui m'inquiète, c'est tous ceux qui font cœur avec elle pour dire ouais c'est un scandale qu'elle ne puisse pas le porter. Que personne n'ait, ou si peu de gens, n'aient le courage de dire écoute, je comprends que toi tu te sentes brimé dans l'expression de tes convictions, mais je t'assure que c'est mieux, mm. que c'est légitime et que peut-être un jour tu comprendras pourquoi. Mais c'est un discours qui aujourd'hui a terriblement de mal à passer parce que on est aujourd'hui, me semble-t-il, de plus en plus dans une propension parfois tout à fait excessive à écouter et à, pas seulement à écouter, mais à faire des ressentis individuels une espèce de grille d'analyse unique. C'est-à-dire Mm. qu'il faut tenir compte de ce que les gens ressentent. Ouais. Si je me sens discriminée, alors je suis discriminée. Si je me sens exclue, alors je suis exclue. Et je pense qu'on perd totalement le cadre et l'importance finalement d'une grille d'analyse, je dirais objective, non partisane, qui prend du recul, hein, ce que le jeune ou ce que la personne en général qui est victime ou qui se sent victime n'est pas capable de faire. Donc on a besoin, je pense, à un moment donné, de quelqu'un ou d'une instance qui prenne ce recul, de dire, écoute, je comprends ce que tu ressens, mais ce que tu ressens, ce n'est pas nécessairement conforme à ce qui est réellement. Et donc, reprenons le sens des mots. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis attachée à cette collection dont tu parlais en début d'entretien. Hein. C'est parce que le but de cette collection, c'est vraiment de mettre des concepts à la portée de chacun. Et donc aussi de reprendre les mots et de dire attention, de quoi parle-t-on au juste? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de mots sont utilisés à tort et à travers, comme ça, et plus personne ne se soucie Mm. de les définir. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Je trouve que le livre, mais la collection dans son entier, effectivement, fait en sorte que le langage soit simple, entre guillemets, c'est-à-dire compréhensible par tous, parce que les sujets parfois sont extrêmement complexes. Et si on veut évidemment essayer de rentrer du coup par une porte d'entrée qui soit un peu plus simple sans être pour autant simpliste. C'est vrai que ce type de collection a toute sa place évidemment dans la panoplie des ouvrages qui existent déjà sur la question. Mais tu le soulèves aussi, Nadia, évidemment, c'est vrai que quand on a comme ça à l'adolescence, on est évidemment plein de bouillonnements, de questionnements, d'idéaux, même si tout ça n'est pas toujours extrêmement forcément lucide, clair et doit d'être clarifié. C'est vrai qu'en même temps, évidemment, c'est toujours compliqué quand on est un adolescent, entre guillemets, d'être recadré, même si entre guillemets on dit mais c'est pour ton bien, c'est très compliqué. Mais comme tu le dis en même temps, c'est vrai que c'est dommage évidemment que des adultes eux-mêmes rentrent quelque part dans le jeu de ces personnes qui ne sont peut-être pas encore complètement, je dirais, intellectuellement formées, qui n'ont pas forcément encore la liberté d'esprit, la possibilité
d'avoir justement cet esprit critique qui fait quand même que l'humain, c'est un petit peu où il met les pieds, quelque part, pense aussi au-delà de ses propres convictions pour effectivement tâcher de vivre ensemble, parce que c'est ça l'idée, l'idéal en réalité, c'est de trouver effectivement un point commun, une humanité qui permette d'avancer ensemble. Et tu rappelles aussi un élément qui pour moi est extrêmement important, parce que au-delà des convictions personnelles, il faut bien se rendre compte que les religions, quelque part, ont toujours été mais contre tout progrès social, contre tout projet de société qui dépasse évidemment ses propres convictions religieuses. Et à la page 50 du livre, il est dit ceci: la laïcité, en tout cas en France ou en Belgique, ça a d'abord été un combat pour extirper le cléricalisme essentiellement catholique de la société française où il était majoritaire et dominant. Et ce à quoi elle est confrontée aujourd'hui, c'est la difficulté qu'éprouvent certains laïcs d'hier à appliquer le même raisonnement, la même démarche, avec une intransigeance identique à une religion que certains continuent à percevoir comme venue d'ailleurs. C'est effectivement tout le problème, c'est que finalement, on a vécu quelque chose de semblable avec le catholicisme. On a réussi, j'ai envie de dire, pour le coup, à remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire en fait à la renvoyer dans la sphère privée. Et on est en train de vivre la même chose avec l'islam sans tenir compte de notre propre histoire. Oui, je pense qu'on est vraiment, en tout cas, dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche. Euh, la gauche, me semble-t-il, est pétrie de complexes à l'idée de s'attaquer aux problèmes posés par l'islam politique, euh, parce que la gauche raisonne avec des catégories de pensée héritées du marxisme, évidemment, qui la poussent à essayer d'identifier les oppresseurs et les opprimés. Et les opprimés, ce sont ceux qu'on désigne classiquement, hein, depuis l'international, comme les damnés de la terre. Hein. Et je pense que quand on est de gauche, on a une tendance à associer damnés de la terre avec immigrés et immigrés avec musulmans. Et donc de ce fait-là, eh bien, être de gauche, c'est nécessairement voler au secours des opprimés parmi les opprimés, c'est-à-dire les pauvres malheureux musulmans. Et il y a là quelque chose qui me semble d'abord totalement inexact, et puis surtout, je dirais, un saut aux conclusions, c'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'il faut pouvoir continuer évidemment à voler au secours des discriminés quand ils sont discriminés, ça me paraît une évidence, tout en étant capable de reconnaître que lorsque, pour le dire de façon visuelle, lorsque Mohamed est discriminé, c'est pas nécessairement le musulman Mohamed qui est discriminé, c'est probablement l'arabe Mohamed, dont Hmm, on ne sait d'ailleurs le plus souvent pas quelle est la religion. hmm, Et que donc, on peut aussi être à la fois discriminé sur une base raciale, hein, ou pseudo-raciale, comme je viens de le dire, et en même temps être soi-même un outil de perpétuation des discriminations sur une base religieuse. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est d'introduire de la nuance, de reconnaître le fait qu'on peut aujourd'hui en Belgique être discriminé à l'emploi, au logement, lorsqu'on rentre en boîte de nuit par des contrôles policiers parfois un petit peu trop zélés, etc. Oui, ça peut exister, mais ça n'a rien de religieux. hmm. Je veux dire, personne ne peut identifier la religion d'un homme arabe qui se promène en rue. Enfin, ce serait faire un amalgame que de décider que toute personne qui a une tête d'arabe, entre guillemets, est nécessairement musulmane. C'est pas vrai. Et donc, on peut à la fois être discriminé en tant que personne d'origine maghrébine et à la fois se rendre soi-même coupable de discrimination, par exemple sur base du sexe, en refusant que sa femme ou sa fille sorte dans la rue en n'étant pas voilée, par exemple. Et Mhm. donc voilà, et là, à un moment donné, il faudrait pouvoir avoir le courage de dire, nous serons de votre côté tant que vous serez effectivement un opprimé, mais lorsque vous basculez dans des comportements qui sont, eux, des comportements d'oppresseurs, là, vous aurez affaire à nous aussi, parce qu'en tant que progressistes, nous voulons continuer à défendre l'égalité homme-femme. Oui. Et c'est cette complexité-là qu'une grande partie de la gauche aujourd'hui, malheureusement, n'est plus capable ou ne veut plus appréhender. C'est ça. Mais bon, tu le sais comme moi, évidemment, Nadia, nous sommes dans un état de droit, donc il y a aussi évidemment je dirais des valeurs essentielles
qui doivent être respectées. D'une part, la liberté de religion, d'autre part, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de ne pas avoir de religion, la liberté d'en changer. Et on voit bien évidemment que de manière individuelle ou plutôt l'individu porté par certaines associations, il y a effectivement des combats juridiques qui se portent évidemment devant les tribunaux lorsque par exemple, de fait, dans une autre école de Bruxelles, on souhaite changer un règlement d'ordre intérieur, ben, on saisit le tribunal qui pose une question à la Cour constitutionnelle belge, qui a rendu un arrêt, je trouve, extrêmement mesuré, justement par rapport à la neutralité telle qu'on la connaît chez nous, en juin 2020. On voit bien aussi quand il y a un problème au niveau de l'abattage rituel, ben, certains effectivement saisissent la Cour de justice de l'Union européenne, qui rend quand même aussi un arrêt mesuré justement pour permettre de vivre ensemble et mettre en concurrence, je dirais aussi, le bien-être animal. Et malgré en fait ces décisions de justice, ce qui est un peu gênant dans un état de droit, c'est que quelque part, ces décisions de justice ne font pas la paix sociale. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas d'accord avec ces décisions, enfin certains sont pas d'accord avec ces décisions, le cas échéant, je le disais, soutenu aussi par des associations, et on redescend dans la rue pour manifester. Comment toi tu vois cette impossibilité finalement pour certains de se conformer à une décision de justice? Voilà, on a estimé qu'on était discriminé, le juge a dit le droit, eh bien on se soumet à un État démocratique et on accepte effectivement une décision de justice. Oui, ben, c'est ce que certains appellent le djihad judiciaire, hein. Ouais. Enfin, d'abord, je crois, il y a deux choses dans ce que tu dis, hein. D'abord, je pense qu'il y a une propension de plus en plus grande à porter tout devant les tribunaux, euh, avec la difficulté que comme il n'y a pas de cadre légal clair en Belgique, ben, les tribunaux disent parfois tout et leur contraire. Donc on voit des décisions de justice, on a vu dans l'affaire de la STIB par exemple, quelque chose qui est diamétralement opposé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport aux signes convictionnels dans une école supérieure pédagogique. Euh, donc, enfin, ce ne sont pas les mêmes matières, mais c'est quand même, ça mobilise le même type de droits fondamentaux. Ils sont interprétés de manière extrêmement différente selon les cours et tribunaux. Oui, donc Nadia, tu parlais en fait du djihad judiciaire. Tu disais que dans ma manière de m'exprimer, il y avait effectivement deux volets, finalement, le fait de saisir les tribunaux d'une part, et d'autre part, quand les tribunaux en fait déboutent la partie qui se plaint, finalement, ça ne suffit pas, il faut encore aller dans les rues pour manifester son mécontentement contre des décisions de justice qui devraient en principe faire autorité. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est un peu cette bonne guerre, si je puis dire, de la part des activistes qui finalement se saisissent de toutes les zones de flou dans notre jurisprudence. Ils savent très bien qu'un tribunal peut dire blanc et l'autre peut dire noir parce que tous les juges n'ont pas la même lecture des droits fondamentaux et des manières de les interpréter. Euh, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je plaide depuis plus de 20 ans maintenant, hein, pour l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution belge, parce que je pense que ce serait quand même un garde-fou. Alors, ce n'est pas une formule magique, évidemment. On voit bien que quand la France euh, établit des règles en fonction de la laïcité, ben, ça n'empêche pas d'avoir des recours devant la juridiction européenne, par exemple, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en général, la France est alors confirmée dans son droit au nom justement des principes de laïcité qu'elle a établis. Donc, je pense que quand même, ce serait de nature à apaiser un petit peu les choses, parce que c'est ça me semble-t-il, le plus délétère dans ce que tu décris, hein, dans cette propension à aller en justice, à aller en recours, à aller dans les rues, etc. C'est que finalement, dans l'actualité, on n'entend parler que de ça. Enfin, Mhm. j'exagère un peu évidemment, mais on peut quand même dire qu'il n'y a pas de mois, voire de semaines qui se passent sans qu'il y ait un nouveau fait lié à une question de revendication religieuse qui n'est pas rencontrée ou de nouvelles revendications religieuses qui pointent le bout de son nez, etc. Et moi, ce que je crains fort, c'est une exaspération de plus en plus grande de la part de la population qui pourrait déboucher évidemment sur un vote d'extrême droite. Euh, Mhm. parce que c'est ça le risque bien réel, évidemment, hein. Si les partis politiques démocratiques ne s'emparent pas de ces questions en se disant il y a un problème et il faut le régler de manière structurelle,
C'est-à-dire arrêter de faire de la politique de bout de ficelle en réglant un problème après l'autre, sans veiller à une cohérence globale et sans surtout prononcer les mots laïcité ou impartialité, etc., qui pourraient fâcher. Ben, on sera alors de plus en plus toujours dans cette course effrénée à plus de reconnaissance des droits des minorités religieuses, parfois au détriment, et souvent d'ailleurs au détriment de l'émancipation des individus en général et de l'égalité homme-femme évidemment aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, comme tu le dis très bien, la religion, de manière un peu paradoxale chez nous, évidemment, revient vraiment, je dirais, en première ligne de manière récurrente. Donc, c'est quelque part assez, j'ai envie de dire, effrayant pour justement la pacification d'une société. Et en même temps, si de fait les partis démocratiques ne prennent pas ce problème-là à bras le corps, de fait, c'est l'extrême droite, évidemment, qui, quelque part, en fait ses choux gras. Euh, ce qui est étonnant aussi quelque part, et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, je dirais, pour le commun des mortels qui ne s'intéresse pas forcément à la question, c'est de te dire, mais où il y a un problème, finalement, on est en démocratie et nos démocraties, effectivement, subsidient aussi des associations qui, quelque part, ont une conception de la neutralité un peu particulière. Et donc, c'est très compliqué, je trouve, parfois, de pointer telle ou telle association comme étant problématique, alors qu'on te dira, mais non, mais finalement, ces associations sont subsidiées, elles existent légalement en Belgique, et donc, en réalité, elles sont simplement en train de faire leur job. Donc, où est le problème? Je pense évidemment notamment à UNIA, hein, qui est justement une association extrêmement derrière justement toutes les discriminations et qui va régulièrement saisir les tribunaux. On l'a vu notamment dans l'affaire de la STIP. Oui, alors je suis un peu embêtée par rapport à cette question parce que je vois bien ce que tu veux dire. Effectivement, UNIA a parfois une interprétation de la législation qui est, je dirais, orientée. En même temps, je continue à penser qu'en gros, ils font le job. Enfin, je veux dire, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des militants qui menacent en quelque sorte notre conception de la démocratie et de ce fameux vivre ensemble. Mhm. Euh, voilà, oui. Je suis beaucoup plus inquiète par rapport à d'autres associations. Là, je pense notamment à tout ce qui touche aujourd'hui à l'exécutif des musulmans de Belgique, par exemple, qui est quand même qui a montré de manière répétée son incapacité à fonctionner de manière satisfaisante, ou toutes ces associations qui viennent se réfugier en Belgique parce qu'elles sont interdites en France et qui ici Mhm. sont accueillies à bras ouverts au nom de quoi? De la tolérance, je ne sais pas. Je pense je pense qu'il y a beaucoup plus à être attentif à certaines associations qui, sous couvert de citoyenneté, sous couvert oui, de projets citoyens, en fait, défendent une vision du monde extrêmement communautariste, extrêmement séparatiste aussi, hein, pour reprendre le mot qui avait été, je crois, introduit par Emmanuel Macron, mais qui dit bien ce qu'il veut dire finalement. Hein. C'est que je pense qu'il y a aujourd'hui des communautés dont le projet n'est absolument pas de vivre ensemble, en fait. Ce vivre ensemble devient de plus en plus un mot qui m'agace d'ailleurs, justement pour cette raison-là, parce qu'il fonctionne comme une sorte de mantra. Hein. Voilà, il faut vivre ensemble. Et en fait, quand on creuse un peu, pour certains, la volonté n'est clairement pas de vivre ensemble, elle est de vivre séparée, elle est de vivre selon ses propres règles, qui fonctionnent comme une espèce d'absolu, c'est-à-dire qui est absolument non négociable. Et ça, je voudrais peut-être le dire, parce que sinon je risque de l'oublier, c'est une Oui. idée qui me paraît importante. Je trouve que c'est une des grandes forces ou une des grandes victoires des islamistes en particulier, mais aussi de tous ces communautaristes en général, c'est d'avoir fait passer la liberté religieuse à leur sauce pour quelque chose d'individuel. En fait, il y a un truc qu'on gomme complètement dans tous ces débats,
c'est le fait que la liberté religieuse, au départ, c'est la liberté pour chaque individu de choisir sa religion, d'en changer, de la quitter, de ne plus en avoir. Ça n'est pas la liberté du religieux de s'imposer à tous, à tout moment. Hmm. Et Ouais. en fait, il y a aujourd'hui des forces de pression conservatrices religieuses qui, sans le dire, conçoivent la liberté religieuse comme leur liberté à eux de faire leur loi partout, au Ouais. détriment parfois de la liberté individuelle. Et c'est ce qui explique pardon, aussi pourquoi on entend si peu les religieux se mobiliser pour le droit au blasphème, par exemple. Hein. Ce qui serait un droit très concret des individus de pratiquer leur liberté religieuse, c'est-à-dire le droit de changer de religion, de ne plus en avoir et de critiquer la religion dont ils sont éventuellement issus de par leur éducation. Oui, bah oui, bien sûr, mais c'est vrai que par nature, je dirais une religion, évidemment, c'est aussi une façon de faire corps entre croyants. Et bon, certaines religions plus que d'autres sont évidemment quelque part par nature conquérantes. On l'a bien vu aussi avec le catholicisme, évangéliser le monde entier, convertir, ça fait quand même partie a priori d'une religion qui prétend justement posséder la vérité. Et donc, il y a toujours aussi ce dilemme, la liberté religieuse de penser par soi-même, mais en même temps, évidemment, une pression extérieure. À partir du moment où on est adepte entre guillemets d'une religion, forcément on a une façon de penser ben, qui de fait exclut nécessairement ceux qui ne pensent pas de la même façon. Et quand derrière, évidemment, il y a des prêtres, des imams, un clergé, que sais-je, qui effectivement mobilisent quelque part ces troupes, bah oui, ça soude, ça, ça fait en sorte évidemment que l'on sait quoi penser. Il y a un prêt à penser duquel il est du coup extrêmement difficile de sortir. Tu disais en entrée de jeu, Nadia, que toi, la question de la foi ne s'était pas posée pour toi. Naître sans Dieu était une évidence. Mais quand, entre guillemets, on dit on a la foi, ça implique évidemment dans le concret du quotidien, si je puis dire, ça implique beaucoup de choses. Oui, bien sûr, mais je trouve que la question n'est pas tellement avoir la foi. Enfin, je pensais, sans le mentionner explicitement, mais je pensais notamment à cette fameuse question du voile. Euh, Parce que ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on présente le voile comme un choix individuel, ce qui est quand même le discours ultra majoritaire aujourd'hui, c'est de reconnaître avant toute chose, hein, avant même de commencer à discuter, on dit, OK, on peut choisir de porter le voile, c'est parfaitement légitime, et la plupart des filles qui portent le voile le font de manière librement consentie. OK, je veux bien, je ne dis pas le contraire, je n'en disconviens pas. Mais en même temps, elles ne le portent pas parce que toutes seules, un beau jour dans leur chambre, elles se sont dit, tiens, comment est-ce que je vais m'habiller pour sortir? Et c'est pour ça que je me trompais dans ma carte blanche qui faisait un parallèle entre le voile et la mini-jupe. C'est que si elles décident un jour librement, de leur libre volonté de porter le voile, c'est parce qu'il y a toute une propagande islamiste qui leur dit, qui leur matraque l'idée qu'il faut porter le voile si on veut être une bonne musulmane. Et donc, à un moment donné, leur choix libre de porter le voile n'est jamais que le choix de se soumettre à un prescrit religieux dont on les bassine à longueur de journée, parce qu'il suffit d'aller dans les librairies islamistes ou de taper un peu sur Internet tout ce qui circule sur les sites dédiés aux musulmans et aux musulmanes, pour voir que c'est pas une question secondaire, la question du voile, pour l'islam politique. Hmm. C'est une question centrale, alors même que pourtant ça n'apparaît nulle part dans le Coran de manière extrêmement claire, hein, Évident. loin de Hmm. là. Donc l'islamisme en a fait quelque chose de prioritaire. Et donc, on ne peut pas parler de libre choix individuel de chacune en mettant ça complètement de côté. En fait, c'est une liberté de se soumettre à une doctrine qui est hyper majoritaire dans l'islam aujourd'hui. Hmm. Mais du coup, alors, Nadia, ma question est la suivante. Elle découle de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire finalement, euh, peut-on réellement espérer, entre guillemets, un retour en arrière, c'est-à-dire précisément un véritable vivre ensemble,
ou comment, en d'autres termes, déconstruire ces discours qui sont tellement présents dans notre tissu social maintenant. On voit bien dans certaines communes la difficulté effectivement pour certaines femmes de ne pas se voiler. Donc oui, comment finalement sortir du religieux pour permettre effectivement à chaque femme, à chaque homme de véritablement vivre en âme et conscience, le cas échéant, en étant un croyant. Ben, je ne suis pas très optimiste en fait pour les années qui viennent. J'ai l'impression qu'on file un mauvais coton de ce point de vue-là et je crains qu'il faille aller encore plus loin dans des politiques qui nuisent au vivre ensemble pour qu'il y ait à un moment donné un sursaut. Et j'espère que ce sursaut sera un sursaut démocratique. Mhm. Parce que, comme je le disais, la crainte, c'est aussi évidemment que ce sursaut ne soit pas démocratique. Ouais. Euh, je pense que la solution à terme, pour moi, c'est la laïcité, évidemment, euh, qui est la reconnaissance de la liberté individuelle de chacun d'avoir une religion, de ne pas en avoir, etc. Mais simplement avec le fait qui en découle tout naturellement, c'est-à-dire qu'on exerce nos libertés et on en assume les conséquences. Et il n'y a rien de scandaleux au fait de dire que certaines professions sont incompatibles avec le port de certaines, ou l'affichage de certaines convictions. Je veux dire, mais c'est ça qu'il faudrait rendre acceptable pour tous, en fait. Hein. C'est cette évidence de bon sens. Je veux dire, je reviens à moi quand j'étais adolescente, là, Mhm. de la même manière. Je veux dire, les punks, il y avait beaucoup de punks à mon époque quand j'étais jeune. Ben, on n'aurait jamais vu un punk devant, au guichet d'une banque. Mhm. Et personne ne s'en serait jamais, je pense, non plus offusqué en disant c'est un scandale, c'est une discrimination sur base des choix individuels. Non, simplement, voilà, il y a une certaine image de marque d'une banque qui fait que ça va pas très bien avec une épingle à nourrice dans l'oreille, quoi. Ouais. Euh, et c'est quelque chose qui était tellement évident avant. Ouais. Je veux dire, ben, Et, voilà, il y a certaines manières d'apparaître ne sont pas compatibles avec certaines professions parce qu'il y a ce qu'on appelle hein, dans la jurisprudence les exigences essentielles du métier. Aujourd'hui, mhm. tout ça est battu en brèche. Mais ce qui me paraît inquiétant, c'est que c'est battu en brèche uniquement pour des raisons religieuses. C'est-à-dire qu'en fait, l'invocation d'une raison religieuse passe aujourd'hui, enfin, trop souvent fait office un peu de sauf-conduit. Et c'est d'ailleurs pour ça que, enfin, je commence mon livre là-dessus d'ailleurs, hein, sur la question de l'abattage rituel, Ouais. qui est en plein dans l'actualité, et qui est un autre exemple du fait qu'on a une loi qui est considérée comme une bonne loi, une loi juste qui tient compte de toute une série de paramètres importants, notamment celui de la souffrance animale dont on estime qu'il est nécessaire de la minimiser autant que possible lors de l'abattage. Et puis, on a une exception à la loi. C'est-à-dire que si vous avez une bonne raison de ne pas vouloir abattre l'animal en tenant compte du fait qu'il faut autant que possible réduire sa souffrance, et cette bonne raison, ça doit être une raison religieuse, à ce moment-là, on prévoit une dérogation. C'est quand Ouais. même c'est quand même incroyable. Enfin, alors ça ne fonctionne plus qu'à Bruxelles, hein, puisque en Flandre et en Wallonie, ils ont quand même eu le bon sens à un moment donné de dire que la loi devait valoir pour tous, en fait, simplement. C'est tout simplement ça, hein, c'est la citoyenneté dont je parlais, c'est voilà, Ouais. que l'on soit juif, musulman, catholique, bouddhiste, athée, etc., eh bien, les animaux, ils sont abattus de la même façon, pas Mhm. d'exception religieuse. Euh, mais donc, à Bruxelles, ça a du mal à passer parce que, alors évidemment, il y a les raisons clientélistes, communautaristes, etc., évidentes, mais il y a aussi cette idée, je crois, dont on est encore trop imprégné, que quand on a en face de soi quelqu'un qui a des convictions religieuses, il faut quand même être tolérant. Il faut comprendre et donc il faut accepter d'aménager éventuellement la règle parce que tout de même, la religion, c'est quelque chose d'important pour les gens.
Oui, c'est ça. C'est Et, toute la et question de l'aménagement raisonnable, hein. voilà, de l'accommodement L'accord raisonnable. raisonnable, pardon, oui. Et moi, c'est quelque chose évidemment contre lequel je m'inscris en faux, parce que je pense que d'abord, c'est ouvrir un boulevard au retour du religieux sous toutes ses formes. Mm. Et puis parce que je pense qu'il y a quelque chose de profondément inégalitaire, en fait, à considérer que les convictions religieuses valent plus que les autres convictions. Ouais. Mais on le voit bien aussi quelque part, Nadia, enfin, pour moi, c'est assez criant de voir comment le politique, de fait, réagit par rapport aux religieux, parce qu'on pourrait se dire quelque part que le droit lui donne raison aux politiques s'il veut effectivement une neutralité, qui soit réellement une neutralité. On a évidemment la Cour de cassation, on a la Cour constitutionnelle, on a la Cour européenne des droits de l'homme, on a la Cour de justice de l'Union européenne, qui effectivement, je dirais, balise un petit peu les différentes libertés pour faire en sorte que le vivre ensemble reste possible. Et malgré ça, on le disait tout à l'heure, quand ces décisions de justice ne conviennent pas, effectivement, on manifeste et on fait pression sur le politique pour que le politique finalement fasse une brèche spécifiquement, tu l'as dit, pour des convictions religieuses tout à fait spécifiques, particulières, qui viennent justement manger ce vivre ensemble. Oui, Mm. oui. Mm. Tu as l'impression, en fait, Nadia, par rapport à ce livre qui était effectivement l'objet, je dirais, central de notre échange, que on a fait le tour, on a vu les aspects essentiels de ce livre, ou tu souhaitais encore ajouter éventuellement un élément important pour qu'on ait un panel complet, je dirais, de la teneur de ton livre? Bah, je ne sais pas, je trouve que c'était quand même intéressant de parler peut-être 2 minutes de la liberté d'expression aussi, Oui. parce qu'évidemment, bon, on est en plein, enfin, je veux dire, on parlait en début d'entretien de ce qui m'a amené à quitter l'enseignement, et évidemment, ça s'inscrit dans la foulée de la décapitation de Samuel Paty et de Charlie Hebdo et de tout ce genre de choses-là. Et donc, je trouve que c'est important quand même de rappeler aussi que la laïcité, en fait, c'est aussi le refus de protéger une quelconque conviction. C'est-à-dire que c'est l'idée vraiment que il n'y a pas de famille convictionnelle, enfin les familles convictionnelles ne sont pas reconnues par la laïcité, hein, on ne reconnaît que des citoyens libres et égaux en dignité et en droit. Et donc, de ce fait-là, les opinions religieuses n'ont pas à être protégées. Donc, elles peuvent être l'objet de débats publics exactement de la même manière que les convictions politiques, que toutes les idéologies, etc. etc. Et donc, moi, c'est ça que je trouve inquiétant aussi pour le moment, c'est cette difficulté de plus en plus grande, je trouve, à exprimer publiquement des critiques sur tel ou tel aspect de telle ou telle religion. Tout de suite, on est taxé d'intolérance, d'islamophobie quand il s'agit de Mm. l'islam, euh, alors que c'est ce qui fait la, la vie du débat public, je veux dire, c'est de pouvoir se dire, tiens, ben voilà, telle opinion m'est proposée, m'est soumise, elle est sur la place publique, hein, c'est pas quelque chose qui reste privé. Des gens mettent leur opinion religieuse sur la place publique. À partir du moment où ils la mettent sur la place publique, il est tout à fait légitime que d'autres disent, tiens, bah, c'est curieux, moi je ne pense pas du tout comme ça, et même je trouve cette façon de penser assez curieuse, assez invraisemblable, voire assez risible. Euh, la liberté d'expression, on l'oublie trop souvent, même si c'est quelque chose qu'on rappelle souvent dans les arrêts juridiques, comprend la liberté de choquer. Mm. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, me semble-t-il, faire, c'est certainement pas se censurer soi-même pour éviter de choquer qui que ce soit, c'est plutôt faire l'apprentissage, et notamment à l'école, du fait que on peut être choqué. C'est pas Ouais. grave d'être choqué. Je veux dire, Mm. c'est en étant choqué parfois qu'on évolue dans sa façon de penser, qu'on se dit, oula, ouais, ça m'a quand même été loin, mais donc du coup, j'ai réfléchi, et c'est plus important, c'est d'autant plus important évidemment quand on est en pleine construction, quand on est jeune, quand on est adolescent, d'accepter de se dire, ouais, ce que j'ai entendu là, ça heurte vraiment mon point de vue, mais j'apprends à pas sortir ma Kalachnikov, j'apprends à répondre par des arguments qui seront des arguments construits, voire même j'apprends à revoir mon jugement
à l'aune de ce que je viens d'entendre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait ce prérequis, qui est une ambiance d'abord de sécurité à l'école, hein, qui fait qu'on peut s'autoriser Mmh. à appréhender tous les sujets, même ceux qui sont les plus touchy, les plus délicats, euh, et qu'on peut se répondre l'un l'autre sans avoir affaire à un moment donné à une sorte de censure qui viendrait soit de l'enseignant, soit de certains élèves qui diraient non, ça on ne touche pas, ça c'est sacré. Mmh. À l'école, il ne doit pas y avoir de sacré. C'est ça. Sachant effectivement, comme tu l'as très bien dit, que les opinions ce sont des convictions, mais qu'elles sont effectivement de nature, le cas échéant, à être revues, et que quand on est choqué, quelque part, c'est bien de se poser la question de savoir, mais je suis choqué, mais pourquoi suis-je choqué? Et on en revient évidemment un peu aux susceptibilités que l'on met en avant comme des paravents, en disant, attention, il faut pas toucher à ça, c'est mon choix, c'est ma liberté, c'est ma conviction, et donc vous ne pouvez pas m'interroger là-dessus, même si effectivement vous avez des idées diamétralement opposés. Donc ça, c'est important de dire que de fait, une opinion reste une opinion. Ce n'est pas évidemment comme si on venait, je dirais, nier les chambres à gaz ou un génocide, quoi. C'est pas du même ordre du tout. Et là, effectivement, d'ailleurs, quand il y a une, une diffamation, un mensonge, une volonté de nuire, eh bien, je dirais que justement, la législation est là précisément pour garantir notre bon droit si de fait il y a une réelle discrimination qui est, euh, qui est infligée à l'une des parties. Je vais on va en terminer alors, Nadia, si tu le veux bien, en lisant ce quatrième couverture qui, pour moi, reprend extrêmement bien l'objet de ton livre qu'on a essayé effectivement de faire goûter à travers notre échange. Ce quatrième couverture qui dit ceci: avant d'être un texte de loi en France ou un idéal en Belgique, la laïcité est un outil qui, séparant le religieux du politique, assure l'égalité et la liberté de conscience de chacun. C'est cette fonction d'outil qu'il importe de garder à l'esprit pour lui conserver sa force de pacification de nos sociétés démocratiques modernes, mais aussi sa visée émancipatrice. Car les défis sont nombreux, de l'abattage rituel aux caricatures du prophète Mahomet, en passant par le financement des cultes et le rôle de l'école. Effectivement, nous sommes en plein au cœur du débat avec ton livre et je te remercie évidemment de l'avoir parcouru avec moi. Et je relèverai cette visée quelque part aussi essentielle de la démocratie, c'est cette visée effectivement émancipatrice. J'espère qu'on aura compris que c'est aussi une façon de faire bouger ses propres lignes. Une société ne s'émancipe que si effectivement chacun de ses membres est prêt à se remettre en question. Voilà, un tout grand merci Nadia pour cet échange. Merci à toi. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.